Nos amis de Shanghai, évidemment, nous verront en direct durant toute ce forum et ils interviendront aussi. On va faire des tables rondes qui associeront à la fois des intervenants ici à Paris et à Shanghai. Donc nous les saluons tous. C'est aussi parce que l'actualité, évidemment, est assez lourde et que les enjeux internationaux ont pris une dimension extrêmement importante et que nous, à la Chambre de commerce, on croit aux vertus du doux commerce cher à Montesquieu, donc on veut conserver ce rôle de passerelle et de dialogue, mais notre mission première, c'est d'informer les entreprises, et donc on veut faire en sorte que le dialogue entre nous permette de donner un éclairage réaliste sur ce qui se passe en Chine, sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, sur les opportunités qui existent, et sur les orientations de politique économique du gouvernement. Et donc, il est important d'avoir une vision commune, partagée, et d'avoir aussi une photographie réaliste du climat des affaires, de ce qui va être possible de faire dans le contexte que l'on commerciaux, parce que la Chine restera un partenaire commercial de la France, ça ne fait aucun doute, et la France restera un partenaire commercial de la Chine. On a des investissements anciens, des investissements très importants, et vous verrez aujourd'hui des intervenants qui continuent de travailler avec la Chine, qui ont des partenariats technologiques, industriels très importants avec la Chine, et qui vous diront quel est leur ressenti de la situation sur place. Ce que l'on veut, c'est encore une fois donner une image de la Chine qui soit la plus fidèle possible à la réalité, mais donnée par les gens qui sont sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent. Donc, évidemment, ce forum est organisé comme chaque année en partenariat avec l'école CEIBS, qui est notre partenaire depuis longtemps, avec lequel la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a des relations anciennes à travers ces écoles. CEIBS a été cofondé par la Chine et l'Union européenne en 1994. C'est aujourd'hui une grande école classée par le Financial Times au premier rang des MBA pendant 6 années consécutives. Et CEIBS a des campus dans beaucoup de pays, à Shanghai, Pékin, Shenzhen bien sûr, mais aussi au Ghana et à Zurich en Suisse. L'école organise régulièrement des forums dans le monde, plus de 30 forums dans le monde. Et donc ici à Paris, ce rendez-vous maintenant traditionnel pour la communauté d'affaires franco-chinoise. Donc je vous propose de commencer en vous proposant de visionner une petite vidéo sur les précédentes éditions de ce forum. Voilà, alors ce forum cette année est toujours organisé avec nos partenaires des médias, avec BFM Business, avec le groupe Robert Laffont, avec l'International Financial News. Et nous avons cette année l'immense honneur d'accueillir
plusieurs personnalités qui vont intervenir durant le forum. Madame Wang Hong, qui est la présidente de CEIBS et que vous voyez à l'écran et que je salue depuis Paris. Madame Marie-Christine Ogli, qui est la vice-présidente de la Chambre de commerce internationale, la Chambre de commerce régionale, pardon, de Paris-Île-de-France, et qui est en charge en particulier de l'international. Monsieur l'ambassadeur Lou Shaye, et bien sûr Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence, et vous êtes un fidèle des rendez-vous du comité d'échange franco-chinois. Je salue également Pierre Moussy, qui est le chef du service économique du consulat de France à Shanghai et qui interviendra également pour conclure ces échanges. Monsieur Ding Yuan, avec qui nous avons une relation ancienne, qui a travaillé pour les écoles de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et qui animera la deuxième partie des échanges, la table ronde, et qui a fait le déplacement depuis Shanghai pour rejoindre notre forum aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Monsieur le doyen, d'être parmi nous. Monsieur Ding accueillera et animera tout à l'heure la table ronde avec nos intervenants, Madame Albertini du groupe Health and Happiness, Monsieur Li, qui est, je crois, depuis Shanghai avec nous, qui est vice-président de CATL, Monsieur Olivier, qui est le représentant de Stellantis pour la Chine, et Monsieur François Marion, qui est l'ancien président de Valeo en Chine et qui est aujourd'hui le directeur de la communication de Valeo. Donc, merci à tous pour votre présence ici et à Shanghai et pour votre contribution à ces échanges. Je cède tout de suite la parole à Madame Wang depuis Shanghai, la présidente de CEIBS. Madame Wang Hong est docteur en administration des affaires. Elle a poursuivi des études postdoctorales en économie. Elle a une longue carrière dans l'éducation et les affaires gouvernementales en Chine. Madame la Présidente, Madame la Professeure Wang, je vous cède la parole pour ouvrir. 谢谢主持啊，尊敬的鲁大使，尊敬的拉法兰教授、奥格雷女士，各位嘉宾、女士们、先生们，大家好！热烈欢迎各位参加由中欧国际工商学院主办的智慧中欧2022第8届的欧洲论坛。所以我呢在此呢特别要感谢所有的嘉宾，特别拉法兰先生，还有特别感谢联合主办方，就是我们的巴黎大区工商会，给予本次论坛的大力的支持。这个2022年以来呢，世界格局呢纷繁复杂，全球呢不确定的因素啊也不断的增加。这个大家看到新冠疫情也好，地缘政治带来的挑战也好，这个给我们啊这个应该说是大变革时代，提出了新的挑战。那么对于更好的加强国际交流和合作，显得十分必要。那么中国和欧盟呢都是世界上非常重要的经济体，法国又是欧盟的大国。中法两国之间的友谊啊源远流长，所以我们也讲到58年前，戴高乐将军在西方国家领袖当中，也是第一个与中华人民共和国建立外交关系的。改革开放以来，大批的法国企业家们都来我们中国投资啊，也大大的推动了中法两国之间的经济文化的交流。所以面对当前诸多的挑战，我们进一步的加强中法经济合作，这个对构建世界政治格局、新的经济格局具有重大的意义。在今年2月，中法两国元首的这个直接通话中啊，习近平总书记就与马克龙总统谈到，在过去的5年当中啊，中法在应对气候变化、生物多样性保护等问题上，都体现了一个大国的责任担当。所以未来呢，两国还是要在共同利益的基础上，深化经贸、绿色、数字、人文等领域的合作交流。所以目前呢，中国和法国在绿色经济啊、农业、金融、高新技术、数字化转型等关键领域当中呢，应该说是优势互补，合作呢稳步加深。所以我们看到，
中法的经贸关系由传统的贸易投资转到了一个全新的阶段。就2021年，中法双边的贸易额首次突破了800亿美元，中国和欧洲的贸易额也突破了8000亿美元。所以对欧洲来说呢，中国是第一大的贸易国；对于中国来说呢，欧盟是我们第2大这个贸易国。所以中国全面实施创新机动战略以后，在多个领域也要积极突破。所以我们看到，截止到2021年，中国的高新技术产业的企业已经达到33万家。所以法国在汽车工业、航空技术、绿色技术方面的发展的这个强劲迅猛的趋势啊，也充分说明中法在新型的科技领域当中，这个有很大的合作空间。特别是中法双方在绿色领域的合作，为推动世界经济的健康复苏、有效的应对全球变暖方面将做出积极的贡献。所以中国力争实现2030前的碳达峰，2060年前的实现碳中和。这个目标就引领着中国经济社会发展要全面绿色转型，而法国呢，高度重视科技创新和绿色转型的融合，以科技成果的快速助推绿色的发展。为了实现推动全面的绿色低碳转型的共同愿望，中法将继续探寻高效的可持续发展的解决方案。所以，面对重建的世界秩序，面对全球抗击气候变暖的共同挑战，我们将携手创新，以战略的眼光来推动经济合作和交流。那么刚才主持人也说到，我们的中欧国际工商学院是中国政府和欧盟于1994年共同创立的，所以也被欧盟的领导人和中国的领导人分别称为众多的优秀管理人士的摇篮，欧中成功合作的典范。所以我们中欧呢，也是一直担负着中国与欧洲乃至世界经济文化交流的使命。所以从2012年创办的每一届欧洲论坛当中，都邀请到了很多政界的、学界的众多的领袖和精英，像我们拉法兰教授啊，就是我们一直的老朋友和老专家，所以为中法的交流提供了重要的高端平台，为新时期的中法合作提供了新思路，这个对我们中法两国的企业家提升信心，为中法经济的合作进一步的深入合作呢提供了很大的助力。所以中国和法国以及欧洲有着广泛的利益和巨大的合作前景，在经贸合作、文化交流方面有着非常大的空间。我们真诚地希望我们的探索交流能够碰撞出思想和智慧的火花，为增进中国与法国、中国与欧洲之间的互信合作贡献力量，为全球的经济复苏和绿色发展做出更大的贡献。也衷心地预祝我们各位事业发达、身体健康、万事如意，也衷心地预祝本次论坛圆满成功。谢谢各位。Merci, Madame la Présidente. J'appelle à présent Madame Marie-Christine Ogli, qui est vice-présidente de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France en charge de l'international. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Monsieur l'ambassadeur de Chine en France, Madame la présidente de CEIBS qui est en liaison avec nous depuis Shanghai, Monsieur le doyen de CEIBS qui nous fait l'honneur d'être présent ici parmi nous à Paris pour représenter votre école, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux et chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et je salue amicalement tous ceux qui nous suivent depuis Shanghai et partout ailleurs en France et en Chine. Je suis très heureuse de représenter ici mon président, Dominique Restineau, qui regrette infiniment de ne pas être parmi nous et vous prie d'excuser son absence. Il aurait effectivement souhaité participer à ce grand forum co-organisé par l'école CEIBS et le comité d'échange franco-chinois de notre chambre de commerce.
C'est la première fois depuis 3 ans que nous pouvons enfin organiser ce forum en partie en présentiel. Nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos peines avec la pandémie, mais c'est tout de même avec un réel plaisir que j'ouvre ces échanges aujourd'hui, ici, dans nos locaux de l'avenue Friedland. Face aux interrogations persistantes de l'ère post-Covid qui s'ouvre à peine, face aux évolutions géopolitiques majeures de ces dernières années et face à l'urgence climatique, le dialogue entre les pays est plus que jamais essentiel. La Chambre de commerce de Paris-Île-de-France joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans les échanges entre les entreprises, mais aussi entre les écoles françaises et chinoises. Notre lien avec la Chine passe par de nombreux événements organisés par le comité d'échange franco-chinois, dont le club Réseau Chine qui offre tout au long de l'année aux chefs d'entreprise français et chinois la possibilité de partager leurs expériences pour trouver ensemble des solutions aux défis de notre époque. Nous sommes heureux d'avoir également un bureau de représentation à Pékin et à Shanghai, dont la directrice représente aussi l'agence d'attractivité régionale Choose Paris Region. Plusieurs des écoles affiliées à la CCI disposent également de représentants en Chine. Chaque année, nos écoles accueillent de nouveaux étudiants chinois et offrent à leurs étudiants français la possibilité de découvrir la culture chinoise. Nous sommes fiers de toutes les passerelles que nous avons créées avec nos partenaires entre nos deux pays et nous voulons continuer à les faire vivre, à les adapter aux besoins et aux impératifs de notre temps. C'est aussi dans cet esprit que les dirigeants d'entreprises français et chinois que nous allons entendre aujourd'hui ont accepté de partager avec nous leurs précieuses expériences. Je les remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Leurs témoignages sont essentiels parce que les choses évoluent toujours très vite en Chine. Elles évoluent du fait du contexte international et sanitaire qui complique l'environnement des affaires. Elles évoluent aussi parce que la Chine s'est transformée de façon spectaculaire en l'espace de quelques décennies. Le marché chinois est aujourd'hui beaucoup plus concurrentiel, dominé par des acteurs locaux puissants, maîtrisant des technologies de pointe et rivalisant sans complexe avec leurs homologues étrangers. Ceux qui vous en parleront le mieux sont ceux qui assistent à ces transformations sur place, qui en saisissent les tenants et les aboutissants, et surtout qui en mesurent directement l'impact sur leur entreprise. Nous les écouterons dans quelques minutes, mais je ne doute pas que l'un des principaux messages qu'ils vous adresseront est que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, les entreprises ne peuvent plus aborder le marché chinois aujourd'hui de la même manière qu'elles le faisaient il y a quelques années. C'est un marché plus mature, plus exigeant et, ne nous le cachons pas, rendu plus difficile par le contexte géopolitique actuel. C'est pourquoi une entreprise qui veut entrer sur le marché chinois doit impérativement s'y préparer avec soin. Et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est là pour vous aider. Avec nos partenaires de la Team Export, nous vous accompagnons tout au long de votre projet à l'international. Alors, n'hésitez pas à contacter nos équipes et nos conseillers internationaux. Pour conclure, je tiens à remercier notre partenaire CEIBS qui, grâce à ses vastes réseaux dans le monde des affaires en Chine et en Europe, contribue chaque année au développement d'échanges universitaires et commerciaux entre la France et la Chine. Je vous adresse un remerciement tout particulier, Monsieur le Doyen, cher Monsieur Ding, pour votre engagement et votre implication dans l'organisation de ce séminaire dont témoigne votre présence à Paris aujourd'hui. Encore merci à vous tous qui nous écoutez. Merci de répondre présent à l'appel au dialogue que représente ce forum. C'est la première étape pour que nos entreprises puissent aller de l'avant et réussir malgré les difficultés. Merci et bon séminaire à tous. Merci Marie-Christine. Nous allons maintenant céder la parole à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raffarin. Je vous remercie une nouvelle fois de sa présence. Monsieur Raffarin est aussi professeur émérite de CEIBS. Et je le souligne aussi parce que j'ai assisté à la conférence que vous organisez chaque année à Poitiers, qui était une fois de plus une qualité remarquable cette année et qui
je le souligne parce que Marie-Christine l'a dit, ces passerelles entre nos pays sont importantes et je crois que votre forum a pour but d'y contribuer et y contribue. C'était du très haut niveau et c'était toujours dans un message d'ouverture et je ne doute pas que nous serons encore dans cette veine. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ni hao. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames les présidentes, chères présidente de la CCI, vice-présidente qui représente le président aujourd'hui, Madame la présidente de CUBS, et Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être présent à nouveau dans ce forum. D'abord parce que, en effet, je suis admiratif et engagé aux côtés de CUBS, qui est une initiative incroyablement innovante. La Commission européenne, l'Union européenne, la Chine, la ville de Shanghai, les universités de Shanghai, ensemble ont décidé de monter une business school qui puisse mixer les deux cultures pour être au plus haut niveau de la formation en business dans le monde. Et cette école, Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, a des performances exceptionnelles et je crois fait partie des innovations pédagogiques de la coopération franco-chinoise qui est très, très important de souligner. Et Monsieur le Doyen, avec le campus de Zurich, avec tout ce qui a été fait ces dernières années, vous avez vous-même, par votre action, donné un rayonnement à cette école qui est au fond un peu notre honneur aux uns et aux autres. Et je remercie la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de la région parisienne et de toute cette grande mobilisation d'Île-de-France qui est aujourd'hui engagée dans cet effort d'échange et de coopération. L'échange et la coopération sont très importants parce que pour la première fois, ce forum a lieu dans un contexte très troublé. Troublé évidemment d'abord en Europe, car nous sommes en guerre, car nous sommes dans une situation que nous n'avons pas connue depuis de très longues années et que l'Europe se trouve profondément affaiblie dans cette situation. Certes, le peuple ukrainien est le peuple agressé aujourd'hui et qui vit la tragédie. Mais derrière le peuple ukrainien et ses souffrances, il y a un certain nombre de conséquences. Et l'Europe se trouve fragilisée par cette guerre. Aujourd'hui, les peuples qui sont à l'est de notre Union européenne ont peur de la guerre dans leur chair. Et qu'est-ce que fait un Européen quand il a peur de la guerre? Il appelle les États-Unis. C'est-à-dire que le projet de défense européen prend du retard parce qu'il y a cette pression aujourd'hui et de l'OTAN et de la peur de la guerre. La peur de la guerre nuit au projet européen. Et tous ceux qui veulent l'Europe, tous ceux qui veulent soutenir l'Europe, doivent militer pour le cessez-le-feu en Ukraine. Le cessez-le-feu en Ukraine est une exigence de la paix mondiale. C'est une exigence du développement apaisé des échanges dans un monde très troublé. Et dans ce monde très troublé, il faut trouver un peu quel peut être le pilotage de notre relation, avec lucidité sur les difficultés, mais aussi avec les perspectives qui fait que pour tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui militent pour l'équilibre, il faut toujours privilégier la coopération aux tensions. Alors, il faut encourager les initiatives que vous développez pour favoriser cette coopération économique. Le guide qu'on peut avoir dans nos relations entre la France et la Chine, pour moi, est assez simple. Au fond, je dirais que c'est un feu tricolore. Il y a du rouge, il y a de l'orange et il y a du vert. Le rouge est évident que nous sommes, soyons lucides, sur deux systèmes politiques qui sont fondamentalement différents et qui ne veulent pas se ressembler. Chacun est dans son système, chacun promeut son système, chacun développe son système, né d'une histoire profondément différente depuis 5000 ans en ce qui concerne la Chine. Ceci donc fait que nous avons des conceptions différentes sur un certain nombre de sujets. L'Union européenne parle de rivalité systémique. Il y a un certain nombre de différences, soyons lucides, mais cherchons aussi
à dépasser cette situation. Et ça, c'est une partie du sujet pour lequel il y a un feu rouge. Et puis, il y a un feu orange sur une autre grande partie du sujet, c'est naturellement la coopération économique et la coopération du business et tous les échanges qu'on peut avoir. Je dis orange parce que chacun doit naturellement, dans le commerce, défendre ses propres intérêts. Nous voyons bien ici, dans la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qu'au fond, il y a naturellement des logiques d'intérêt. Il faut reconnaître ça. Le commerce, c'est pas fait pour que l'autre soit en permanence gagnant. C'est pour trouver un équilibre gagnant-gagnant. C'est pour trouver. Donc là, il faut pouvoir, dans les règles, dans les normes, dans les dispositifs, avoir des projets communs et se rapprocher. Nous souffrons aujourd'hui d'une situation qui fait que, comme il y a peu de voyages, comme les gens se rencontrent peu, comme il y a moins de dialogue, c'est moins facile. Heureusement, les choses ont l'air de s'ouvrir progressivement, les perspectives sont meilleures. Mais je pense que je me souviens de cette grande foire commerciale, cette expo de Shanghai pour le business, qui est un rendez-vous formidable. Quand les avions circulent, c'est un rendez-vous formidable. Quand on fait tout ça en visio, on perd cette sensibilité de nos deux peuples. Nous sommes deux peuples très sensibles, le contact direct est très important, la communication non verbale compte, et quand on ne se voit pas, quand on ne se touche pas, quand on ne déjeune pas ensemble, quand on ne choque pas les verres, il manque quelque chose. Et nous avons besoin de cela. Espérons que les choses vont pouvoir venir, mais il faut en permanence encourager notre coopération. Et puis, il y a tout ce qui sont les chantiers de l'avenir, où là, la coopération est au vert. D'abord, je crois qu'il y a un sujet majeur qui nous concerne tous, sur lequel il faut que soyons mobilisés, c'est ce que moi j'appelle la planétisation. Au fond, si vous regardez bien le discours du président chinois quand il signe l'accord de Paris et le discours du président Biden quand il revient dans l'accord de Paris après que M. Trump soit arrivé, on est sur des positions globalement assez voisines. On est sur cette conscience qu'on a une maison commune qui est la planète et que défendre l'humanité, c'est défendre la planète, car au fond, il n'y a pas d'humanisation de la mondialisation sans planétisation des consciences. Ça, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan industriel, nous avons des pistes de coopération. Et là, la Chine et la France, notamment avec la COP qui a décidé les accords de Paris, a orienté les accords de Paris, la Chine et la France ont pris des positions courageuses, audacieuses, initiales, qui ont créé ce mouvement et qu'il faut pouvoir continuer à développer. Dans cette difficulté que nous connaissons aujourd'hui sur les questions d'énergie, il y a, je vois Hervé Magenot dans cette salle, il y a une historique de coopération entre la Chine et la France sur tous ces sujets. Il y a un terreau qui doit être fertile. Nous avons des expériences à partager pour avoir à la fois des développements de l'énergie et à la fois des travaux sur les économies d'énergie. Il y a donc là un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons travailler. Nous sommes dans une vision d'un monde multipolaire. Nous sommes dans une vision où nous voulons une gouvernance mondiale équilibrée sur laquelle nous avons à réinventer un multilatéralisme qui a plus de 75 ans maintenant et qui fait son âge et qu'il faut pouvoir rénover. La Chine est engagée dans ce combat, la France est engagée. On a parfois des visions proches, on a parfois des visions plus éloignées. Parlons, dialoguons, mettons toujours la diplomatie au cœur des systèmes, mais faisons en sorte que nous puissions avancer. Et donc, il y a des champs de coopération. Le dialogue est toujours une nécessité, y compris et surtout dans les désaccords. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas clair sur les engagements, nous sommes à côté du peuple ukrainien, mais ça veut dire que nous sommes pour la cohérence d'une gouvernance par je dirais, une pensée puissante du dialogue. Et ça, je pense que c'est une leçon que les entrepreneurs connaissent bien, parce qu'ils apportent une contribution. Au fond, ils connaissent la compétition, ils connaissent la rivalité, mais ils savent les vertus de la coopération. Et c'est un peu du yin et du yang. Il y a de la compétition, et il y a de la coopération. Et il ne faut pas les détruire, ni l'une ni l'autre. Et on a besoin aujourd'hui de cette coopération. Jacques Chirac me disait toujours, à propos de la Chine, les Chinois sont aussi intelligents que nous. Ils travaillent beaucoup plus. Et ils sont tellement plus nombreux que de toute façon, on les a avec nous pour longtemps. Donc, on est là dans cette situation où la nécessité
de la compréhension du dialogue. Il est évident que le dialogue n'a pas progressé quand les avions ne circulent plus. Quand on ne peut, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé en Chine. Ça me manque. Vous pensez bien, cette civilisation, ce peuple que j'aime beaucoup, qui est un peuple très proche de nous, plus qu'on ne le croit. Et naturellement, sans ces contacts, nous pensons que nous arrivons à la sortie du tunnel. Et là, nous pensons reprendre ces contacts qui forgent l'amitié. Nous en avons besoin parce que le trouble général que connaît actuellement le monde a besoin d'énergie, a besoin de perspectives et a besoin de coopération. Plus il y aura de coopération, plus nous pourrons limiter les tensions. Et je remercie la Chambre de commerce et d'industrie. Je remercie tous les acteurs CUBS toujours de faire le choix de la coopération plutôt que des tensions. Si. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant Monsieur l'ambassadeur Louchaillé à nous donner sa vision aussi. Et on attend aussi sans doute des indications sur le grand événement que sera le 20e congrès, qui est pour le mois d'octobre prochain. Bon. Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Madame la vice-présidente Marie-Christine Ogli, Madame la présidente Wang Hong, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de participer à Europe Forum 2022. Désormais, à sa 8e édition, ce forum est devenu un événement emblématique et a apporté une contribution positive à la promotion des échanges et de la coopération industrielle et commerciaux entre la Chine et la France, ainsi qu'entre la Chine et l'Europe. Je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec vous mes points de vue sur l'économie chinoise et l'économie mondiale. D'abord, je voudrais vous présenter sur l'économie chinoise à partir de 3 mots-clés. Premier mot-clé, stabilité dans une tendance au mieux. Au premier semestre, face à de nombreux facteurs imprévisibles, la Chine a coordonné et efficacement la lutte contre l'épidémie de la COVID-19 et le développement économique et social. Malgré la pression, l'économie chinoise a enregistré une croissance positive et vu ses fondamentaux se stabiliser et évoluer vers le bien. Le PIB chinois a augmenté de 2,5% en glissement annuel. L'inflation est restée à un bas niveau de 1,7% et la dynamique de la reprise s'est poursuivie en juillet et en août. Ce qui est assez remarquable parmi les principales économies mondiales. Dans l'avenir, la Chine continuera à prendre des mesures synergiques pour consolider l'élan du rebond, maintenir l'activité économique dans une fourchette raisonnable et s'efforcer d'obtenir le meilleur résultat possible. Ce que je voudrais souligner, c'est que l'économie chinoise est un océan et pas un étang. Elle a une forte résilience, une immense potentiel et une grande vitalité et une soutenabilité de long terme. Ces fondamentaux n'ont pas changé. La Chine sera toujours un pôle de stabilité et un contributeur important dans l'économie mondiale. Deuxième mot-clé, zéro Covid-19. La politique zéro Covid-19 est adaptée aux conditions nationales de la Chine et a permis de protéger autant que possible la vie et la santé des populations et de stabiliser au mieux le développement économique et social. Surtout, ce n'est pas une politique rigide ou figée. Elle est et elle sera toujours ajustée et optimisée en temps utile afin de créer, dans les conditions d'une lutte assidue contre la COVID-19, de nouveaux moteurs de croissance économique, de nouveaux modes de vie sociale et de nouvelles pistes d'échange humain. Récemment, nous avons, entre autres, réduit de moitié de temps
le temps de quarantaine pour les personnes entrées sur le territoire chinois, assouplit les critères du mécanisme de coupe-circuit pour les vols internationaux et allégé les restrictions sur les séjours d'études en Chine. La Chine continuera à optimiser ses politiques de visa, de tests de COVID-19 et de vols aériens afin de mieux faciliter la mobilité humaine ainsi que les échanges et la coopération entre la Chine et l'étranger. Troisième mot-clé, croissance à contre-courant. Alors que l'économie mondiale entre dans un cycle baissier, le commerce extérieur de la Chine et les investissements étrangers en Chine sont au beau fixe. Pour les 7 premiers mois de 2022, le commerce extérieur de la Chine a enregistré une augmentation de 10,4% sur un an pour atteindre 3 640 milliards de dollars. Le commerce entre la Chine et l'UE s'est élevé à 497,9 milliards de dollars, soit une hausse de 8,9%. Et celui entre la Chine et la France à 47,8 milliards de dollars, en hausse de 1,3%. Le montant des investissements étrangers réellement utilisés par la Chine s'est chiffré à environ 120 milliards de dollars, une augmentation de 17,3% en glissement annuel. Selon les chiffres du groupe Rhodium, au premier semestre, les investissements de l'UE en Chine ont augmenté de 15% sur un an et de nombreuses entreprises européennes ont continué à élargir leurs activités en Chine. Ces chiffres illustrent pleinement la résilience, le dynamisme, l'attractivité de l'économie chinoise, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans le marché chinois. La coopération sino-française, sino-européenne a devant elle des perspectives prometteuses. Mesdames et messieurs, chers amis, dans l'après-Covid, l'économie chinoise présentera 3 caractéristiques marquantes. Premièrement, le nouveau stade de développement. L'économie chinoise est passée d'une croissance rapide à un développement axé sur la qualité. Deuxièmement, le nouveau concept de développement. La Chine mettra en œuvre le concept de développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, afin de maintenir un développement économique stable, sain et durable. Troisièmement, une nouvelle dynamique de développement. La Chine travaillera activement à créer une nouvelle dynamique de développement où le circuit domestique est le principal pilier et que le circuit domestique et le circuit international se renforcent mutuellement. Et la Chine promouvra la construction d'un grand marché national unifié afin de stimuler la consommation et d'accroître la demande intérieure. Mais ne vous méprenez pas, l'expression le circuit domestique est le principal pilier ne signifie pas le repli sur soi, mais vise à mieux développer le marché domestique afin d'attirer davantage de ressources et de marchandises étrangères, et donc à mieux s'ouvrir au monde extérieur. Si les entreprises étrangères veulent réussir à long terme en Chine, il aurait nécessaire de baser sur le nouveau stade de développement, de suivre le nouveau concept de développement et de s'intégrer dans la nouvelle dynamique de développement de la Chine et de créer ensemble avec la Chine plus de convergence d'intérêts et plus de nouveaux relais de coopération. Les économies chinoises, françaises et européennes sont fort complémentaires. Notre coopération a un grand potentiel pour continuer à monter en gamme et atteindre une meilleure qualité et un niveau plus élevé. Dans plus d'un mois, se tiendra le 20e congrès du Parti communiste chinois.
Ce sera l'occasion de tracer les perspectives de développement de la Chine pour les années à venir et au-delà. Il donnera certainement un élan plus fort au développement de la Chine et ouvrira un horizon plus large à la coopération sino-française et sino-européenne. Un proverbe chinois dit « La chute d'une feuille morte annonce l'arrivée de l'automne ». Chers amis entrepreneurs, vous êtes aux premières loges pour ressentir le coup de froid qui frappe actuellement l'économie mondiale. En ce moment, il est encore plus important pour les grandes économies mondiales de travailler en solidarité afin de surmonter les difficultés. Premièrement, nous devons poursuivre l'intégration et rejeter la fragmentation. La mondialisation économique est un impératif du développement des forces productives et une tendance irrésistible. Les tentatives de rupture de la chaîne d'approvisionnement, le découplage et de création de marchés parallèles nuisent aux intérêts de tous. Ceux qui cherchent à barrer la route aux autres finiront par bloquer leur propre chemin. La structure actuelle de la chaîne industrielle mondiale est le résultat d'une longue interaction entre multiples facteurs des différentes économies, tels que le coût des facteurs de production, les installations industrielles et les infrastructures. Cela ne s'est pas formé du jour au lendemain et ne peut pas être changé simplement selon la volonté d'une personne ou d'une autre. Deuxièmement, nous devons poursuivre l'ouverture et rejeter la fermeture. La porte de la Chine s'ouvrira toujours plus grand. La Chine travaillera énergiquement à promouvoir l'ouverture institutionnelle, notamment celle en matière de règles et de normes, afin de créer un environnement commercial respectueux des règles du marché, du droit et des normes internationales. La France et l'Europe devront aussi éliminer les perturbations du tiers et créer un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire pour les entreprises chinoises. Et surtout, ne pas faire usage abusif des facteurs non commerciaux pour restreindre et entraver la coopération économique, commerciale et d'investissement. Troisièmement, nous devons rechercher le gagnant-gagnant et rejeter le gagnant qui prend tout. Dans le monde aujourd'hui, le problème du développement déséquilibré et inadéquat s'avère assaillant. Tous les pays devront renforcer la coopération mutuellement bénéfique et travailler ensemble pour agrandir le cadeau. La loi de la jungle et la mentalité du tout au vainqueur sont incompatibles avec notre temps, tandis que l'unilatéralisme et le protectionnisme ne mènent nulle part. Les économies développées devront joindre leurs efforts à ceux des économies en développement pour faire face ensemble à la crise actuelle. Quatrièmement, nous devons rechercher la stabilité et rejeter l'instabilité. Le développement économique ne peut se réaliser sans un environnement pacifique. Avec la crise en Ukraine, les pays européens devraient en avoir une compréhension plus profonde. La mentalité de la guerre froide, la confrontation des blocs, la politique du plus fort, aurait dû disparaître de la scène de l'histoire depuis bien longtemps. La politisation, l'instrumentalisation et la weaponisation des questions économiques ne sont pas de mise. Et attiser les tensions géopolitiques pour servir les intérêts égoïstes est peu reluisant. La Chine a avancé l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour le développement mondial. Ces deux initiatives répondent fondamentalement aux aspirations de tous les pays à la paix et au développement. Chers amis entrepreneurs, vous êtes les témoins, les acteurs et aussi les bénéficiaires de la coopération sino-française. Dans l'après-Covid, vous êtes attendus pour vous projeter encore plus loin sur le long terme
et vous enraciner plus en profondeur dans le marché chinois en vue d'un plus grand développement. Dans le même temps, nous comptons aussi sur vous pour vous faire l'écho davantage des aspects positifs de notre coopération afin de créer une bonne atmosphère pour la coopération sino-française. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On est un tout petit peu en retard sur les horaires, donc je vais inviter maintenant Monsieur le doyen, Monsieur Ding Yuan, à nous rejoindre, ainsi que nos intervenants. Nous allons passer à la table ronde, et parce que nous avons la chance, comme je le disais en ouverture, d'avoir avec nous des représentants d'entreprises françaises et chinoises qui vont nous livrer un témoignage depuis le terrain sur la situation économique et sur l'environnement des affaires. Monsieur Ding Yuan, si vous voulez bien rejoindre la scène. J'appelle aussi ici à Paris Madame Albertini et Monsieur François Marion. Et depuis Shanghai seront avec nous Monsieur Li et Monsieur Olivier. Monsieur le doyen, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, on va commencer notre panel tout de suite, parce qu'on a pris un peu de retard. On va essayer de respecter les horaires. Donc, je suis très ému d'être ici encore maintenant après 3 ans, mais plutôt présentiel, parce qu'on avait fait des online. Et là, on a bien sûr, on est très chanceux d'avoir 4 personnes qui sont là et qui représentent pour moi un paysage très complet de l'économie chinoise, à la fois à travers des entreprises chinoises, mais aussi à travers des multinationales françaises qui sont sur la place. Et je vais les remercier. Donc, on va commencer tout de suite notre panel et je vais faire l'introduction au fur et à mesure parce qu'on a, peut-être on va donner d'abord la parole à notre ami qui se trouve à Shanghai. On va commencer par le vice-chairman de la société mondiale leader dans la batterie électrique, M. Li, qui a fait le déplacement de Fujian à Shanghai. Donc, il est sur le campus Shanghai. Et le plus important, M. Li, c'est notre fier ancien élève. Voilà. J'ai même eu l'occasion de l'avoir dans ma salle de cours. Voilà. Donc pour M. Li, la question sera bien sûr tournée sur l'évolution de véhicules électriques, notamment dans la batterie. Surtout maintenant, on parle beaucoup en Chine, mais aussi en Europe, cette perspective d'avoir des livraisons par des robots et des voitures autonomes. J'aimerais bien entendre quelles sont des aventures chinoises et quelles seront les perspectives, le développement dans ce secteur particulier. Monsieur Li, à vous. Merci. 谢谢丁教授。因为机器人方面呢，我可能不太懂，但是呢，我觉得你问了一个关于电动车这个方面，我觉得呢，我讲讲中国市场的情况，可能对于特别对面的法国企业家来说会有很多启发。我觉得在中国市场上，这个电动车呈现，首先呢，中国市场的电动车已经由政府驱动型变成了产品驱动型了。过去的20年呢，这个因为中国的能源结构的问题，我们的政府一直在倡导这个电动。那么经过10年的这种政策的导入期啊，现在呢，可以有一些数据可以跟大家共享一下。这个特点就是第一个数据啊，在今年呢上半年，中国的这个新车销售纯电动车的渗透率已经超过了21%，7月份已经超过了26%。3年前我们对中国市场的估计呢是到2025年渗透率超过20%，所以这个渗透率将会大大超出我们的发展的预计。那么第二，中国电动车市场在今年的上半年已经超过了，在全球已经超过了50%的份额。这是一个数据。第二个现象可以跟大家讲一下，就各位特别是消费者，特别中国的消费者现在去买车啊，
无论你是首购者和复购者，会有一个很深的印象，就是你看到的绝大部分最酷的车，这个配置最好的车都是纯电动车了，很少还有更好的基于传统内燃机技术推出的传统的这种乘用车了。其次呢，中国市场有个很大的可能这个不一样的地方，就是在这个智能化、电动化汽车的参与者非常众多，背景多样化，既有原来传统的像这个法国这个传统车厂雪铁龙德国的车厂在中国这些合资企业的参与，也有我们国内原来跟你们合作的自主品牌这种传统造车企业，上汽集团、一汽，但同时涌入了大量的我们叫做新势力造车。这些新势力造车的背景基本上都具备很强的智能化，比如大家知道的小米、华为、Volvo、OPPO 大家现在看到的已经上市的远远市值超过传统车的小鹏、理想、蔚来等等，还在不断的涌现。我们的客户名单呢，我们发现最近又有很多。那这种参与造就的一个最大的不一样是什么？就是纯电动汽车在变成一个我们可能今后我们现在的观念和我们现在的预计还不能够给它画上一个定论的一个新的物件，新的一种玩法。所以我们说它不叫纯电动，它是叫智能化。最后呢，在中国实际上已经有很大的一个应用场景，可能这个在国外呢还没有出现。比如中国绝大部分的消费者，你现在乘坐的公交车已经是纯电动的了。那在我们很多的环卫车，包括大家可以看到渣土车，也在逐步的走向了纯电动。在中国的绝大部分的港口已经是无人纯电动的 AGV。那我们在支持的还有什么呢？可能你们大家还没看到，在矿山现在已经是无人智能化的纯电动开采。所以在这种商用领域的纯电动化，中国市场已经开始起来。这是我讲的3个特点。在中国市场，包括在全球的纯电动车市场，可能也有2个我们说痛点嘛，需要在今后的发展中去解决。一个就是这个充电，也就是过去讲传统车叫加油吧，它的方便性，有各种商业模式，无论是充电也好，换电也好，更方便我们的消费者。第二个呢，就是在整个车的使用领域中非常重要的一个环节，就是保险跟二手车定价。那么因为这个新能源汽车它是一个新的事物，在这个保险呢，特别二手车定价这方面呢，可能还是需要一个新的商业模式的出现，或者说新的一种定价机制的出现。对于整个这个产业的发展来说呢，我们认为呢，这个智能化、纯电动化的汽车取代以内燃机为基础的这个汽车工业呢，这已经是不可逆了，在中国市场。到2025年的渗透率会远远超过我们目前的设想。当然，在这中间，法国很多企业也在积极参与，也有很多，也非常感谢法国的2大车厂对宁德时代的厚爱，我们也一直在跟法国有很好的一个生意合作。最后呢，刚刚丁远教授讲了机器人这块呢，我觉得呢，可能我讲一点，我觉得可能这也是我们今后一个很大的方向，就是服务机器人，而不是工业机器人。服务机器人的复杂程度，基于底层的软件算法，是可以在我们现在说的自动驾驶的基础上去迭代和进步的。好，谢谢。Merci beaucoup, Monsieur Li. Maintenant, on va passer à notre deuxième panéliste qui se trouve aussi à Shanghai, qui est notre ami Monsieur Olivier.
Monsieur Olivier, vous êtes le numéro 1 de Stellantis Chine. Stellantis, comme le nom, peut-être pour la plupart des Chinois, ça reste encore pas très connu, si je peux dire ça. Mais par contre, les marques derrière ce regroupement mondial par franco-italien avec Peugeot, Citroën, Fiat et américain Chrysler, ce sont vraiment des noms de foyer. Donc, tout d'abord, on voudrait comprendre quel est le raisonnement de ce regroupement mondial à départ des véhicules encore classiques et comment vous voyez votre perspective de développement dans le monde, mais notamment en Chine. Surtout, comment vous voyez le partenariat entre votre groupe et les participants dans le même secteur en Chine. Comme M. Jean-Pierre Raffarin a déjà beaucoup parlé, il y a la compétition, mais surtout, il y a la collaboration. Merci. Merci, cher Ding Yuan. Donc, effectivement, Stellantis est la fusion de PSA, français, et Fiat Chrysler, italiano-américain, avec toutes les belles marques que le professeur Ding Yuan nous a rappelées, donc Jeep, Chrysler, Ram, Dodge aux États-Unis, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Lancia pour la partie Fiat, et Peugeot, Citroën, DS, Opel pour PSA. Alors, je voudrais faire trois commentaires sur le Covid ou le post-Covid, et puis peut-être deux remarques sur les coopérations d'entreprises franco-chinoises dans l'automobile. Les Jeeps à Tianjin, on importe les Alfa Romeo à Shanghai. Quand il y a un grand centre de stockage et de livraison, un central hub à Shanghai, évidemment, avec le confinement, on n'a pas livré d'Alfa Romeo à nos concessionnaires pendant 3 mois. Ce n'était pas bon pour nos résultats. Et donc, on a compris post-Covid que l'optimum financier n'était pas forcément un optimum en termes de robustesse. Et donc, un des enseignements de cette crise de Covid, c'est aussi d'avoir une supply chain un peu plus robuste, donc peut-être pas un seul hub central, mais 2 ou 3 hubs dans toute la Chine, une importation à Tianjin, une importation à Shanghai, une à Shenzhen, de façon à se positionner de façon plus homogène sur le territoire et être capable de réagir aux crises. Concernant les partenariats avec les entreprises chinoises, j'ai 2 commentaires. Premièrement, comme l'a fort bien noté monsieur l'ambassadeur Lu Shaye, l'économie chinoise est extrêmement dynamique et le marché automobile chinois en 2022 sera supérieur au marché de 2019, qui était le meilleur marché avant que le Covid démarre. Ça n'est pas le cas aux États-Unis, ça n'est pas le cas en Europe, où les marchés auto seront entre 15 et 20% cette année en dessous de 2019. Mais en Chine, où l'automobile c'est important, où le gouvernement a pris des mesures fiscales, le marché est supérieur à 2019. Donc la Chine est toujours une zone où il est important d'être pour un constructeur automobile, d'autant, comme l'a noté mon voisin M. Li, la Chine fait la course en tête sur l'électrique. Au mois de juillet, il s'est vendu plus de 500 000 véhicules électriques en Chine, électriques et hybrides, contre 150 000 en Europe et un peu moins de 100 000 aux États-Unis. Maintenant, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a 20 ans, quand notre groupe a fait ses partenariats avec Dongfeng ou avec GAC dans le sud de la Chine, les constructeurs auto chinois avaient besoin des technologies occidentales. Et donc, se mettre à 2 pour attaquer le marché chinois était une bonne idée. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ceux qui font la course en tête dans la construction de voitures électriques, à part Tesla, c'est tous des constructeurs chinois. Alors, Stellantis tient toute sa part. On est le premier en Europe au coude à coude avec Volkswagen. Mais en Chine, il y a des startups chinoises extrêmement dynamiques qui réinventent le marché automobile. Et il y a un écosystème de voitures électriques, dont d'ailleurs CATL fait partie comme numéro 1 mondial de la batterie, qui est tout à fait dynamique. Et donc les partenariats maintenant se font plutôt entre les constructeurs et les grands de la batterie, du moteur électrique, des logiciels, des composants. Et d'ailleurs, Stellantis a un partenariat extrêmement fort avec CATL. Et si vous achetez des véhicules électriques du groupe en Europe, vous avez pas mal de chances qu'ils soient mus par une batterie CATL. Donc les partenariats restent pertinents.
mais ils se feront moins entre constructeurs et plus entre constructeurs et fournisseurs ou participants à l'écosystème véhicule électrique, parce que la Chine, une fois de plus, fait la course en tête sur le véhicule électrique. Voilà, cher professeur Ding Yuan, ce que je voulais partager avec nos collègues aujourd'hui. Merci, Grégoire, pour tes contributions. Donc maintenant, on va changer complètement le secteur parce que M. Jean-Pierre Raffarin, notre cher ambassadeur, a mentionné le marché chinois et la consommation et aussi ce potentiel représente pour les entreprises étrangères, notamment bien sûr les entreprises françaises. Là, on a une représentante d'une société chinoise maintenant en tête, gérée par une Française. Et la société est cotée à Hong Kong. Et donc, leurs marques comme Swissair, comme Valve Steam, a des marques vraiment du foyer en Chine. Et ils ont commencé à monter en puissance aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et ils ont commencé par la nutrition pour les bébés et les enfants. Et après, bien sûr, ils s'occupent bien aussi des adultes. Maintenant, ils ont commencé à s'occuper de nos chiens et de nos chats. Voilà. Et donc, Laetitia, donc Madame Baltini, elle a fait un parcours exceptionnel à Canton, à Hong Kong. Et donc, j'ai une question très particulière pour elle. C'est que, premièrement, comment elle a réussi, donc le groupe, sans avoir des usines en Chine, d'occuper le marché chinois avec des produits fabriqués par les Européens, notamment les Français, à Isigny et Sainte-Mère, j'ai visité 2 fois, et plus maintenant avec les marques qu'ils ont acquis à l'étranger. Et comment ils ont réussi ça, le coup en Chine, dans ce marché, comme M. Loussaï a bien précisé, très concurrentiel, avec beaucoup de potentiel. Maintenant, comment ils ont réussi à faire une expansion internationale avec les marques acquises, mais aussi avec leurs propres marques qui sont développées quand même en Chine, notamment en France. Voilà. Merci. Merci Yuan. Bonjour à tous, à Paris et à Shanghai, Tadiaha. Donc le groupe HH s'appelle en fait Health and Happiness, Tianhe Jituan. C'est un groupe effectivement qui n'est pas forcément connu comme vient de mentionner mon collaborateur, mon collègue, mon confrère à Shanghai, c'est-à-dire qu'il y a en fait des marques consommateurs en dessous de ce nom de groupe que vous connaissez peut-être un peu plus. Donc, Yuan, tu l'as mentionné, BioSteam, He Shengyuan, qui est le leader mondial des compléments alimentaires pour bébés, probiotiques et prébiotiques, et aussi un des leaders chinois du lait infantile super premium, et en fait qui est fabriqué en France. C'est vrai que c'est un business model un peu particulier, fabriqué à Isigny en Normandie, mais vendu d'abord sur le marché chinois, et maintenant également vendu en France. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu par ADN une collaboration franco-chinoise dès le démarrage de la société. Et ensuite, donc ça, c'est une expansion qu'on a faite organiquement, créer la marque en Chine, développer les produits en France et les vendre sur le marché chinois. Et puis, au fur et à mesure de notre développement, on s'est questionné sur l'expansion internationale de ce groupe chinois et sa diversification géographique et en termes de portfolio. Donc maintenant, on a toujours 50% de notre chiffre d'affaires sur la partie bébé, la nutrition infantile, mais on s'est développé sur la nutrition adulte, donc complément alimentaire. On a maintenant 30% de l'activité dans ce segment-là. Et maintenant, la nutrition pour les animaux domestiques, puisqu'on considère, lorsqu'on regarde l'évolution de la société, qu'il y a énormément de synergie entre les humains et ce qu'on appelle les pets, les animaux domestiques, et en termes R&D, et puis en termes de comportement consommateur. Et aujourd'hui, les animaux domestiques font aussi partie intégrante de la famille. C'est aussi une tendance très forte en Chine. Donc, notre histoire est un mélange donc, de croissance organique et de croissance externe via des acquisitions, avec beaucoup d'histoires qu'on a partagées via des case studies aussi avec avec John Ho, avec la CIBS, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans le croisement des cultures, d'entreprises, et les pays avec lesquels on a géré des collaborations. La collaboration la plus forte qu'on a aujourd'hui, c'est celle avec Isigny Sainte-Mère, qui est donc notre fournisseur de lait infantile. On est aujourd'hui actionnaire de la coopérative, on a 49,9%, alors que nous ne sommes pas producteurs de lait, nous n'avons pas de vaches, nous sommes le seul actionnaire sans vaches, mais nous sommes l'actionnaire numéro 1, tout en laissant une gouvernance inchangée chez Isigny, qui est restée une coopérative au sens très français du terme. Donc, dans ce contexte international, effectivement, et géopolitique et de pandémie un peu compliqué,
Je pense que ça n'a pas mis à mal notre stratégie de long terme qui a été à la fois, bien sûr, de continuer à croître sur le marché chinois avec des produits importés. Donc, c'est vrai qu'on peut intuitivement penser que dans un contexte de Covid, l'importé, peut être un peu mis à mal parce que est-ce que les consommateurs chinois dans ce contexte se replient peut-être sur eux-mêmes en achetant plus localement? Là, c'est vrai que la logistique internationale est très complexifiée, des coûts d'approvisionnement plus compliqués, plus élevés. Donc une logistique effectivement qui a été plus chère et plus compliquée pour nous. Mais dans toute crise majeure internationale, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Donc peut-être parler de ce qui a changé. Donc j'ai parlé de la complexité agrandie de la supply chain, de la logistique. Peut-être également, et je crois que M. Raffarin en a bien parlé, tout simplement l'aspect humain et la communication entre les équipes, puisque nous fabriquons des produits majoritairement importés sur le marché chinois. Donc il y a quand même énormément de collaboration et de communication nécessaires sur le point de vue R&D, qui est réalisé en Chine et à l'étranger de façon commune, sur le point de vue marketing et de point de vue opérationnel. Et puis, il y a aussi, et avant tout, je pense, dans le business, des choses qui ne changent pas et qui dépassent les pandémies et les grandes mutations. Je dirais l'attractivité pour nous du marché chinois, sa taille. Si je regarde le marché du lait infantile, même si on parle beaucoup de la baisse des naissances en Chine, de facteurs démographiques qui nous sont défavorables, malgré ça, on continue à avoir une progression du marché sur les produits premium, puisque en parallèle d'un taux de naissance en berne, il y a une premiumisation de la demande en Chine, avec davantage de villes de second, tiers et de rang inférieur qui accèdent aux produits premium, qu'ils soient importés ou fabriqués localement. Donc ça reste une tendance. Le marché chinois reste le premier marché du lait infantile mondial, avec les prix les plus élevés et quand même une croissance positive qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays occidentaux. Ce qui ne change pas non plus, c'est l'attrait des consommateurs chinois pour les produits de qualité. Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans, les consommateurs chinois allaient plus acheter un lait parce qu'il est importé. Aujourd'hui, ils l'achètent pour la marque avant tout. Donc, ils ne vont pas forcément l'acheter parce qu'il est fabriqué à l'étranger, mais ils vont regarder la composition du lait, la composition des ingrédients, la marque, sa communication, sa recherche, si elle a fait de la recherche sur la similarité des formules avec le lait maternel chinois. Et donc, cet aspect qualité n'a pas changé. Donc, je pense que l'attractivité reste tout à fait la même. Et ce qui change positivement, mais qui reste une grande tendance, c'est la volonté des consommateurs chinois de prendre plus soin de leur santé. Donc, aujourd'hui, on est un acteur du bien-être, que ce soit chez l'enfant, l'adulte et maintenant l'animal. Et cette tendance-là, elle est très positive. Elle s'est accélérée, en fait, avec le Covid, qui a été pour nous porteur d'attractivité. Voilà, merci Laetitia pour ces témoignages. Et maintenant, on va aller sur encore un grand joueur, un grand acteur mondial dans les équipements automobiles. Donc, c'est Valeo, bien sûr. Et François, il a vécu une aventure exceptionnelle. Il parle couramment chinois comme Laetitia. Il a vécu 5 ans en Chine comme le numéro 1 du groupe Valeo pour la Chine. Et on voit presque tous les mois. Donc, on a vécu des moments très excitants et des moments plus difficiles. On a beaucoup travaillé ensemble. Et là, il revient pour prendre la position de communication du groupe au siège, redevenu parisien. Donc, c'est quelle aventure. Et avec lui, on va parler d'un sujet qui a un peu touché par Gloria sur les footprint. Donc, comment on organise les usines, les recherches en Chine et aussi de créer des structures plus résilientes, on dit. Et surtout, on a beaucoup parlé, même chez Valeo, be Chinese in China, être chinois en Chine. Et on a aussi beaucoup parlé chez les multinationales de changer ou de mise à niveau de qualité d'opération en Chine, de transformer les centres manufactures sur une fonction beaucoup plus complète pour le marché chinois. Donc, si on parle d'une fonction beaucoup plus complète pour le marché chinois, bien sûr, on touche la cerise sur le gâteau qui est la recherche. Et Valeo a réussi à créer 12 centres de recherche en Chine. Donc, je voudrais vraiment voir comment notre ami François Marion peut nous présenter
cette histoire parce qu'il a beaucoup participé dans cette transformation pendant les 5 dernières années. Voilà. Merci, François. Merci. Merci beaucoup, Yohan, et merci également à la Chambre de commerce pour cette invitation et cette opportunité de m'adresser à vous. Alors, ce qu'a dit Yohan est extrêmement important et représentatif de ce qu'on est, nous, Valeo, et notamment Valeo en Chine. Donc, peut-être un peu d'histoire. On est arrivé en Chine il y a 30 ans et on est arrivé en Chine après et pour soutenir nos clients. Notre client est au premier rang desquels le groupe PSA à l'époque et également le groupe Volkswagen qui étaient les deux seuls constructeurs automobiles il y a 30 ans présents en Chine. Et depuis, évidemment, on s'est beaucoup développé dans ce pays car, et ça a déjà été dit déjà 2 fois, la Chine est le premier marché mondial aujourd'hui et a connu une croissance du marché automobile absolument exceptionnelle. J'ai été marqué par l'ambassadeur. Ça marche. Ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur sur le fait qu'il faut embrasser les modes de développement en Chine pour y réussir. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé par diversifier d'abord notre portefeuille client en Chine avec les autres internationaux qui sont arrivés, évidemment avec les acteurs chinois qui ont commencé à émerger il y a plus d'une dizaine d'années et on a signé des accords il y a plus de 10 ans avec des groupes comme Geely ou avec Great Wall. Et qui sont des acteurs de premier plan aujourd'hui. Et on a commencé également à travailler avec des startups innovantes comme l'indiquait Monsieur Li de CATL, donc les fameux Wei Xiaoli qui sont NIO, Li Xiang et Xiaopeng, les trois grands startups de l'automobile EV en Chine. Et la question à laquelle que pose Yohan est essentielle parce que la question c'est comment est-ce qu'on peut réussir. Et on réussit sur le marché chinois en y développant les talents et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 30 ans. On a là-bas les talents capables d'introduire les nouvelles technologies sur le plan industriel et aussi, j'y viens, sur la recherche. Et d'ailleurs, certains de ces talents sont passés par CEIBS. Et à chaque fois, ils sont très heureux lorsque j'interviens et qu'ils voient des photographies avec le logo CIBS parce qu'ils ont vraiment gardé le lien avec cette école. Donc, je disais le fait que pour se développer, il faut les talents. Il faut les talents pour introduire les nouvelles technologies en Chine parce que le marché chinois, et ça c'est nouveau, et ça a également été dit par les deux intervenants avant, Grégoire et Monsieur Li, c'est un marché extrêmement innovant aujourd'hui. Et donc, il faut, pour y réussir, y être vraiment, y être totalement impliqué, d'où notre slogan de Be Chinese in China, donc être chinois en Chine, ou ce qu'on traduit en chinois par Jiagen Zhongguo ou Zhongguo. Et donc, on a 12 centres de recherche. Ça a été dit, on a 3000 ingénieurs qui développent les nouvelles technologies. Et elles développent quelles technologies? Elles développent les technologies qui sont à la base de la transformation du marché automobile aujourd'hui, c'est-à-dire le véhicule intelligent, Zhen Dongkhua, et le véhicule électrique, Dian Dongkhua, qui ont été cités également par Monsieur Li. Et donc, nos chercheurs sont capables maintenant en Chine, ils sont capables, je le disais, de développer les produits. Donc, j'en ai amené un. Ça, c'est une caméra qu'on a produite à Shenzhen. C'est les mêmes caméras qu'on produit à plusieurs endroits dans le monde. Donc, on les produit à Shenzhen, on les produit en Irlande, on les produit en Europe de l'Est et également en Amérique du Nord. On en a produit déjà plus de 100 millions. C'est les caméras qui permettent à la voiture de voir son environnement. Et donc, ce que font nos chercheurs partout dans le monde pour nos clients, c'est donc développer ces produits et aussi développer les softwares qui vont permettre à une voiture en particulier de se garer donc, ou de se déplacer toute seule dans son environnement. Donc ça,
cette caméra a été produite à Shenzhen et les softwares qui vont avec, qui sont installés sur des véhicules en Chine, qui permettent à ces véhicules de se garer totalement tout seuls, par exemple, sur la base de cette caméra-ci, sont également développés par nos équipes de Shenzhen. Merci, merci beaucoup François. Donc on a encore un peu de temps, donc ils ont bien respecté leur temps de parole, donc on a la chance d'avoir des Q&A, donc des questions et réponses. Peut-être pour des raisons encore de courtesy, donc on va d'abord faire un tour à Shanghai. Est-ce qu'il y a des questions de Shanghai? S'il vous plaît, Shanghai. Voilà, là j'ai vu, il y a une question sur le podium. C'est notre ancien président côté chinois, professeur Li. Voilà, professeur Li, vous pouvez commencer. Merci. 好，谢谢丁院长。我的问题呢是想提给建和的阿尔巴蒂尼总裁。在我们中欧国际工商学院的课堂教学当中，经常会用到建和的案例，受到了学生非常热烈的这个欢迎好评。那么大家尤其感兴趣的是，巴蒂尼，你是一位非常优秀的法国企业家，但是你领导的一个中国的企业，而且是非常成功的一个全球化的企业。那么我们最近对中欧国际工商学院在校学习的1000多位 EMBA 学生，对他们所在企业全球化做了一个调查问卷。那么其中有超过50%的企业，他们会更扩大他们参与全球化的市场的合作与竞争，尤其是他们会扩大他们在欧洲尤其是法国的企业的合作。那么我想请问这个巴蒂尼女士，就是你对这些中国企业因为你有非常丰富的经验，对于这样一些中国企业有哪些建议呢？谢谢。Merci, professeur Li, ravi de vous revoir via Zoom. Alors, je vais essayer de répondre encore une fois en toute humilité parce que chaque expérience est différente. Et je crois qu'on a dans le public français des entreprises françaises qui se posent la même question côté chinois, comment réussir en Chine. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises chinoises, et a fortiori dans les biens de consommation, qui est un secteur où on a besoin aussi de crafter la demande et de répondre aux besoins locaux de chaque pays. C'est toujours difficile d'aller à l'international. Et je dis toujours que les sociétés chinoises sont très sûres d'elles en Chine parce qu'elles connaissent leur marché mieux que personne, mais elles ont un petit peu ce manque de confiance quand elles s'exportent, quand elles vont à l'étranger, qui n'est pas forcément le cas des entreprises françaises lorsqu'elles s'exportent parce qu'elles ont quand même une certaine assurance et puis peut-être plus d'expérience. Donc, première leçon, l'humilité, c'est-à-dire tout simplement comprendre que chaque marché est différent et dans chaque marché où nous avons lancé nos produits, en tout cas depuis la Chine vers l'export et étendu nos marques à l'international, nous avons tout simplement adapté notre demande aux besoins locaux et donc pas partie de l'idée que nous avions la science absolue. Donc d'abord commencer par bien comprendre les spécificités de chaque marché. Je pense que ça va dans les deux sens puisque vous avez tous dit aujourd'hui que le marché chinois aussi pour les entreprises étrangères qui veulent s'implanter en Chine est complexe à sa spécificité et donc dans les deux sens, il faut tout simplement s'adapter à la demande locale, comprendre quelles sont les attentes du consommateur et avoir une logique outside in et pas inside out, donc partir du besoin du consommateur et s'adapter. La deuxième chose, en termes de management, on a toujours mis, lorsqu'on a étendu à l'étranger, des dirigeants locaux dans chaque pays. Donc, bien sûr, en Chine, notre direction est chinoise, mais en Australie, elle est australienne. Aux États-Unis, elle est américaine. En France, elle est française parce qu'on n'est pas parti du principe qu'on voulait tout contrôler. On est parti du principe que dans chaque marché, on veut quelqu'un qui connaisse le marché. Bien sûr, il y a une logique de fit culturel avec notre culture d'entreprise, mais aussi, encore une fois, cette leçon d'humilité qui est de se dire je préfère avoir un general manager en Australie qui sera peut-être moins proche de la culture du siège, mais qui va bien comprendre son marché et bien sûr à qui il faut faire confiance. Et ça a toujours été gagnant quand on a trouvé bien sûr la bonne personne sur place, qui a à la fois le fit culturel avec le groupe, mais qui a aussi la connaissance du marché. La troisième chose, c'est peut-être, et peut-être le plus important, c'est tisser des partenariats gagnant-gagnant.
Ça va dans les deux sens. Et ce qu'on a fait en France avec Isigny, et qui est vraiment, pour reprendre les mots de M. Raffarin, un partenariat gagnant-gagnant, et vous-même, M. l'ambassadeur, vous l'avez mentionné, on ne peut gagner que par la collaboration et on ne peut pas être le seul gagnant. Donc, dans chaque pays où nous sommes développés, nous avons créé des partenariats stratégiques. Avec Isigny, ça s'est traduit par, encore une fois, une prise de participation au capital, mais la gouvernance de la coopérative est totalement inchangée. C'est-à-dire que loin de nous l'idée de vouloir forcer la baisse du prix du lait, parce que sinon les producteurs ne vont plus produire et on n'aura pas de lait de qualité. Donc quelque chose qui respecte un équilibre et qui donc crée une confiance et sur la durée qui s'avère un modèle beaucoup plus pérenne. Donc tisser des partenariats stratégiques, que ce soit des partenariats de fourniture de produits, des partenariats commerciaux, marketing, de distribution, des choses qui s'inscrivent dans la durée. Et ça, c'est valable encore une fois dans tous les pays où nous agissons. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, on a encore 2 minutes, donc on peut ouvrir aussi dans la salle pour une question. Voilà. S'il vous plaît, le micro, ouais, je peux vous le donner. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Juan Li. Je suis représentant en France du département du commerce de la province du Shanxi, qui est une province à l'intérieur de la Chine, 30 millions d'habitants, très prospère et rapide développement, notamment dans l'aéronautique, agroalimentaire, chimie, automobile, etc. Donc, je souhaite profiter de ce moment pour passer un message, c'est qu'il n'y a pas Shanghai, bien sûr, rapidement, il n'y a pas que Shanghai, Pékin en Chine, et il n'y a pas que Paris en France, il y a des régions, il y a Normandie, il y a Shanxi, donc n'hésitez pas à me voir si vous avez des projets de développement en Chine. Pareil pour nos amis à Shanghai. Et d'ailleurs, j'adresse cette question à vous. Nous savons que le monde économique et le monde politique sont 2 mondes distincts. En même temps, le monde économique, le monde commercial, est bien tributaire, en fait, de monde politique. Je sais qu'en Chine, les entreprises européennes et françaises, notamment, font du lobbying pour obtenir de la part du gouvernement chinois une meilleure gestion, un meilleur environnement économique, une meilleure protection de droits de propriété intellectuelle, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle à jouer justement pour les entreprises européennes et françaises en Chine de jouer un rôle de lobbying, pas auprès du gouvernement chinois, mais auprès du gouvernement français et européen? Merci. Oui, donc la réponse est très simple. C'est pour ça qu'on fait un événement comme aujourd'hui, comme Monsieur Jean-Pierre Raffarin et Monsieur l'ambassadeur a bien précisé, on a besoin des occasions de se voir et de débattre. On n'est pas sûr d'être d'accord sur tout, mais il faut échanger des idées et continuer. Donc en Chine comme en Europe, c'est notre rôle, c'est vraiment la conviction de CIBS, mais aussi de CCIP Île-de-France. C'est notre Shaoqing, c'est notre vice-présidente. C'est pour ça qu'on fait des événements. Pourquoi? Parce qu'on voudrait garder ce pont et cette possibilité d'échange. On a beaucoup de débats, même. On n'est pas des gens dupes. Pour être franc, on sait bien que ce sera difficile même pour nous d'organiser un événement comme ça, mais on continue. Vous allez voir, après l'hiver, ce sera toujours printemps. Après printemps, ce sera l'été. Donc, ça ne change rien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on a encore une étape qui est très importante parce qu'on a encore un invité distingué, le côté Shanghai, qui est M. Pierre Moussi, qui est délégué du chef de service économique du consulat général de France à Shanghai. Donc, M. Moussi va faire une conclusion pour cet événement. M. Moussi, à vous. Merci. Madame la présidente Wang Hong, Monsieur l'ambassadeur Lu Shaye, Monsieur le vice-président et doyen de CIBS Ding Yuan, cher Pierre Mongruet, que je salue, qui est qui est directeur général de la CCI, directeur général adjoint de la CCI et qui est un ami et ancien collègue de la direction générale du Trésor. Mesdames et messieurs, en premier lieu, je tiens à remercier chaleureusement CIBS et la CCI Paris-Île-de-France pour l'organisation de cet événement. Je remercie également tous les intervenants, notamment les intervenants de la table ronde, pour les réflexions très intéressantes qu'ils ont partagées avec nous aujourd'hui. Je voudrais mettre à profit ces quelques remarques de clôture pour évoquer avec vous très brièvement 3 enjeux de l'économie chinoise aujourd'hui,
des enjeux qui sont au cœur de nos préoccupations et de notre relation bilatérale. La contribution française à l'économie chinoise, d'une part, la situation macroéconomique et la mobilité en Chine, d'autre part, et enfin, la transition écologique. Tout d'abord, l'excellence des relations économiques entre la France et la Chine est un atout pour nos deux pays. C'est une évidence, mais il est important de le rappeler en ces temps qui sont marqués par la montée des incertitudes, comme le rappelait le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Les entreprises françaises sont des partenaires de confiance de l'économie chinoise et de sa modernisation, et elles comptent bien le rester. Les entreprises françaises en Chine sont nombreuses, extrêmement dynamiques, et contribuent depuis de longues années à la modernisation de l'économie chinoise. La coopération est dense dans tous les secteurs de l'industrie et des services, comme on a pu le voir avec les participants à cette table ronde. Plus de 2100 entreprises françaises, dont beaucoup de grands groupes, sont présentes en Chine, où elles emploient près d'un demi-million de personnes. En nombre d'entreprises, on considère d'ailleurs que la France est le premier investisseur européen en Chine. Les entreprises françaises, grandes ou petites, participent activement à l'innovation locale, ce que nous expliquait François Marion de Valeo, qu'elle soit technologique, commerciale ou financière. Comme l'a rappelé le président Macron la semaine dernière, le basculement du monde contemporain, face au basculement du monde contemporain, la France s'attachera à bâtir des partenariats équilibrés, qu'ils soient régionaux ou bilatéraux. Les priorités économiques de la Chine évoluent à mesure de sa montée en gamme. Aujourd'hui, les points forts de la France et de ses entreprises correspondent aux besoins chinois, concrètement dans l'environnement, dans les énergies nouvelles, dans les nouvelles mobilités, dans la santé, les cosmétiques, l'aviation, l'agroalimentaire, les matériaux, la finance, l'assurance. Inversement, les entreprises chinoises sont désormais leaders dans de nombreuses technologies, dont les énergies renouvelables, les batteries et les véhicules électriques. On l'a vu aujourd'hui avec CATL. Ce qui ouvre des possibilités de coopération nouvelles avec l'Europe. Pour bien fonctionner, ce partenariat doit être fondé sur la réciprocité. Comme vous le savez, l'Union européenne promeut l'ouverture commerciale comme source de croissance et de développement. De son côté, la Chine émet des messages d'ouverture dans les enceintes multilatérales et bilatérales. Ce sont pour nous des signaux positifs dans l'attente d'avancées concrètes sur l'accès au marché, les marchés publics, les politiques de subvention. Mon second point concerne la situation macroéconomique qui est préoccupante, comme en témoignent les dernières révisions à la baisse des prévisions économiques des principales banques et institutions internationales. Le FMI prévoit 3,3% de croissance en Chine en 2022, contre 4,4% dans la prévision d'avril. Les consommateurs chinois sont prudents, ils achètent moins, le secteur des services stagne. Alors que la demande extérieure, qui a tiré la croissance depuis le début de la crise, fléchit en raison du contexte international, il est crucial de retrouver d'autres moteurs de croissance. Excusez-moi. Le ralentissement actuel devrait inciter à réfléchir à la dimension économique de la crise sanitaire. Le retour d'une plus grande mobilité avec le reste du monde est nécessaire pour maintenir un développement sain des entreprises, et notamment des entreprises étrangères. Mon dernier point concerne la transition écologique. C'est un champ de coopération nouveau pour l'avenir qui doit nous inciter à faire preuve d'ambition. La Chine a pris des engagements significatifs avec un pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. L'Europe également, dont l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 est désormais inscrit dans la loi. Les exemples de coopération franco-chinoise dans ces domaines, sont déjà nombreux dans l'éolien offshore, les batteries, les véhicules électriques, l'hydrogène, l'efficacité énergétique, la finance verte. Ces exemples sont nombreux, mais il nous appartient de les soutenir et de les développer davantage, en s'assurant de conditions d'accès au marché équitables et de partenariats technologiques équilibrés. Les pénuries énergétiques en Europe et en Chine ne doivent pas nous conduire à ralentir sur ces objectifs. En conclusion, je voudrais souligner que l'enjeu majeur aujourd'hui, et c'est ce que soulignait le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. L'enjeu majeur aujourd'hui est de renforcer la confiance pour construire un partenariat de long terme. Le président Macron l'a exprimé lors de ses entretiens cette année avec le président Xi. Il faut un dialogue étroit entre l'Union européenne et la Chine, entre la France et la Chine, afin d'aborder l'ensemble des sujets, aussi bien les objectifs communs que les points de divergence. Dans ce cadre, les entreprises des deux côtés ont un rôle à jouer. Vous êtes des ponts pour renforcer ce dialogue et développer des partenariats qui profitent aux deux parties et montrent ainsi que travailler ensemble est bon pour tous. Ce forum, que j'ai l'honneur de clore avec ces quelques réflexions, en est une excellente démonstration. Je vous remercie. Chez Dadia. Annoncer la clôture de ce forum. Ne pas oublier de scanner notre QR code pour nous donner vos feedbacks. Et on revient bien sûr, comme d'habitude, l'année prochaine, encore présentiel avec tout le monde. Merci et bonne rentrée. Merci beaucoup.